Premier thème du programme d'histoire de seconde, le monde méditerranéen, les empreintes de l'Antiquité et du Moyen Âge. Ce thème couvre une période très large, puisqu'il débute au 5e siècle avant Jésus-Christ avec la puissance athénienne, pour s'achever en 1453 avec la disparition de l'Empire byzantin. Il s'agit de s'intéresser aux traces qu'ont laissées les différentes civilisations qui se sont installées au fil des ans autour de la Méditerranée, cette mer au milieu des terres qui met en contact 3 continents. En effet, les rives de la Méditerranée ont vu naître et interagir des civilisations aux religions et aux systèmes politiques très différents. Ce chapitre 1 s'intéresse au monde athénien et romain de l'Antiquité, dont les fonctionnements ont servi de modèle et d'inspiration pour les siècles suivants. On se demandera donc comment se sont affirmés ces modèles politiques célèbres et quelles caractéristiques en ont été retenues. Première partie, Athènes, une cité démocratique et un empire maritime, y a-t-il contradiction? Tout au long des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, se développe une démocratie dans la cité d'Athènes. Une démocratie est un régime politique où le pouvoir appartient aux citoyens. Cette notion est conçue autour de 2 mots grecs, démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Si les charges les plus importantes sont réservées aux plus riches, les citoyens les plus pauvres, les têtes, disposent aussi de droits politiques. Certaines institutions, comme l'aboulé ou le tribunal de l'Héliée, fonctionnent par tirage au sort pour assurer une égalité entre les 40 000 citoyens. Athènes est alors la seule cité de tout le monde grec à laisser des responsabilités politiques à un nombre d'hommes aussi important. Athènes joue un rôle décisif dans la victoire des cités grecques contre les Perses lors des guerres médiques, de -490 à -479. Cette victoire sur les Perses a 2 conséquences. D'abord, parce qu'ils ont été déterminants lors de la bataille navale de Salamine, les têtes sont récompensées par un rôle politique plus important. La démocratie athénienne en sort renforcée. Ensuite, parce qu'Athènes prend la tête d'une alliance, la Ligue de Délos, du nom d'une petite île au centre de la mer Égée. Un trésor, le Phoros, alimenté par les cités alliées, y est conservé, destiné à financer la guerre en cas de retour des Perses. Athènes est élue chef de la Ligue de Délos par les cités alliées. Mais, au milieu du 5e siècle, Athènes accentue sa domination autoritaire sur la Ligue de Délos. Elle met en place une thalassocratie, c'est-à-dire un empire maritime, des mots thalassa, la mer, et kratos, le pouvoir. Athènes, en fait, maintient la Ligue de Délos malgré la paix conclue avec les Perses en -448, ce qui aurait dû entraîner la dissolution de cette ligue, devenue inutile. Les cités doivent toujours utiliser la monnaie d'Athènes et doivent toujours poursuivre les paiements annuels au Phoros. Ce sont les institutions démocratiques d'Athènes qui fixent le Phoros et les sanctions pour les cités qui refusent de payer. Plus grave encore, le Phoros est transféré à Athènes, ce qui montre bien la mainmise que la ville entend avoir sur le trésor. De -461 à -429, Athènes est dirigée par le citoyen Périclès, qui met le trésor de Délos au service d'Athènes. Il mène de grands travaux sur le Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna, et il crée le Mistos, une indemnité permettant aux citoyens pauvres de participer aux institutions de la cité. Le trésor sert donc à renforcer la richesse d'Athènes, visible par les monuments construits, et sa démocratie, car il facilite l'investissement politique des citoyens les plus pauvres. La grande fête religieuse des Panathénées devient un symbole de la domination de la cité, puisque la Ligue de Délos est obligée de participer, mais aussi de son union démocratique, puisque tous les habitants d'Athènes y viennent, même les non-citoyens. Seulement, de -431 à -404, la guerre du Péloponnèse affaiblit Athènes au profit de son ennemi Sparte. Durant le conflit, plusieurs coups d'État menacent la démocratie. Athènes vaincue en -404, la Ligue de Délos est dissoute, privant la cité de son empire. Thèbes, Corinthe ou Sparte deviennent les cités puissantes du monde grec, et Athènes n'est plus qu'une cité de second plan, même si son modèle démocratique parvient à survivre. Au IVe siècle, vaincue à la bataille de Chéronée en -338, Athènes se soumet à l'empire macédonien. La démocratie athénienne disparaît, laissant la place à un régime aristocratique. Deuxième partie, Rome, la construction d'un empire et la question de sa cohésion. Nous sommes maintenant plusieurs centaines d'années après la démocratie athénienne, puisqu'il s'agit surtout de la Rome impériale, au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ, qui nous intéresse ici. La légende de la fondation de Rome est connue, c'est celle des frères Rémus et Romulus. Mais ce récit
est une relecture volontaire et mythifiée de l'histoire de Rome. En réalité fondée par le peuple des Étrusques et gouvernée par les rois de ce peuple, Rome devient une république en -509 après avoir chassé le roi Tarquin le Superbe. Confiant la direction de la ville à des magistrats et un sénat, Rome refuse durant des siècles d'être dirigée par une tête couronnée. Mais ce vieux système républicain est mis à mal par une série de crises, occasionnées par certains généraux avides de pouvoir. La mort de l'un d'entre eux, Jules César, assassiné par des sénateurs en -44, ouvre une période de guerre civile qui prend fin en -27, 18 ans plus tard, lorsqu'Octave devient le seul maître de Rome. S'il se présente comme le garant de la paix civile et comme un homme respectueux de la République, Octave se comporte comme un empereur. Le Sénat ne garde qu'un rôle théorique, et Octave commande l'armée, la justice, la religion, et un culte impérial lui est rendu. Il porte le titre d'Augustus, élu des dieux, et il est divinisé. En outre, il choisit lui-même son successeur, à qui il transmet ses pouvoirs et ses titres. Tout en conservant des institutions républicaines de façade, Rome est un double empire, politique, car elle est dirigée par un prince, et territorial, car son emprise s'étend sur des millions de personnes tout autour de la Méditerranée. Dans cet empire disparate aux frontières mouvantes, la définition de la citoyenneté s'apparente à un casse-tête, et évolue d'ailleurs au fil des siècles. Au début de l'Empire, seuls les hommes libres d'Italie et de Rome sont reconnus automatiquement comme citoyens, avec des droits civils et des droits politiques, le droit de vote par exemple. Ensuite, dans les villes de l'Empire en dehors de l'Italie, les hommes peuvent être citoyens s'ils servent 25 ans au sein de l'armée romaine, ou bien par décision impériale, c'est-à-dire si l'empereur leur accorde ce privilège. Mais tout le système est simplifié en 212 par l'empereur Caracalla. Celui-ci accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, sans distinction. Il ouvre ainsi la voie à la diffusion du mode de vie romain dans tout l'Empire, c'est-à-dire la romanisation. L'Empire romain se cherche alors une cohésion. La romanisation va passer par une architecture ou une culture commune à tous les habitants de l'Empire. Les villes adoptent l'urbanisme romain avec un plan des rues identique et les mêmes bâtiments, remplissant les mêmes fonctions pratiques ou récréatives qu'à Rome, comme les thermes, les théâtres, les forums. À part le culte impérial obligatoire partout par loyauté à l'empereur, Rome n'impose pas sa religion. Les religions locales sont pratiquées, parfois dans un curieux brassage, facilité par la dominance des religions polythéistes. Seule exception, les chrétiens, après le 1er siècle, sont pourchassés et massacrés car ils refusent de pratiquer le culte impérial au nom de leur monothéisme. Mais la situation s'inverse brusquement quand l'empereur romain Constantin, qui cherche à assurer l'unité et la paix dans son empire, autorise la religion chrétienne en 313. Lui-même devient chrétien. Parallèlement, Constantin crée une nouvelle capitale pour seconder Rome, la ville de Constantinople, ou Byzance, qu'il dote de tous les lieux de pouvoir nécessaires, préparant ainsi la scission de l'Empire romain en deux parties. Ce thème cherchait à souligner les principales caractéristiques des deux modèles politiques les plus connus de l'Antiquité. Alors, que faut-il en retenir? Que faut-il savoir sur la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ? D'abord, que celle-ci confie le pouvoir politique à 40 000 citoyens. Au fur et à mesure du 5e siècle, les droits politiques des citoyens les plus pauvres, les têtes, augmentent, et le tirage au sort pratiqué dans certaines institutions permet un brassage et une égalité entre tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales. Parallèlement, Athènes assoit sa domination sur environ 200 cités du monde grec, officiellement alliées au sein de la Ligue de Délos. Mais Athènes transforme cette alliance en thalassocratie, un empire maritime, dont toute sortie est interdite et où les cités en révolte sont sévèrement punies. Le trésor de la Ligue est contrôlé par Athènes, qui s'en sert pour augmenter son prestige et sa richesse, mais aussi pour améliorer sa démocratie via le mistos, le salaire versé aux citoyens pauvres. Ensuite, que faut-il se rappeler pour l'Empire romain? Farouchement opposé à la domination de la ville par un prince, Rome devient pourtant un empire politique en -27, avec la prise de pouvoir d'Octave, qui concentre tous les pouvoirs, malgré des institutions républicaines de façade. L'Empire romain s'étend tout au long de l'Antiquité,
jusqu'à contrôler tous les territoires entourant la Méditerranée. Se pose alors la question de l'unité pour un empire regroupant des millions d'habitants. La citoyenneté, mais aussi la romanisation des modes de vie, seront des leviers d'unité. Si l'empereur Constantin en 313 fait un grand pas vers la paix civile en autorisant la religion chrétienne jusque-là interdite, il a conscience que cet empire gigantesque est de plus en plus difficile à défendre. En fondant une deuxième capitale, Constantinople, il prépare la division en deux de son empire, division qui sera effective en 395. Il faut bien garder à l'esprit que les modèles politiques athéniens et romains ont laissé des traces durables dans l'histoire. Le nom et le fonctionnement des institutions, il y a un Sénat en France, la recherche d'une cohésion entre les citoyens, l'exercice des droits politiques, comme le droit de vote. Même leur apparente contradiction, comme Athènes, à la fois démocratie et directrice autoritaire d'un empire, ont trouvé un écho jusqu'à l'époque contemporaine, l'Europe avait bien des colonies, ou alimentaient les fantasmes expansionnistes de certaines dictatures. Enfin, pour finir, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi de dates, au moins pour borner approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Démocratie, mistos, Ligue de Délos, empire, romanisation, culte impérial, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.